Sur le point suivant, donc, Anthony, c'est par rapport à la convention avec l'association Bois et Loups qui concerne un des projets du budget participatif. Oui. Alors, pourquoi cette association-là? Je vous fais un petit récapitulatif de ce qui s'est passé sur le dernier vote du budget participatif. Nous avions eu en deuxième position un lauréat qui était l'IDAR, son projet s'appelait Panton des Arbres. Donc ils sont invités au ciel avec une enveloppe globale de 5 000 € pour essayer de créer des espaces végétalisés, enfin surtout planter des arbres en ville. Donc à ceci, il y a eu un travail de fond qui a été mené avec les services techniques. Et il y a un moment, le collectif a eu besoin de pouvoir s'appuyer sur un partenaire d'expertise sur les plantations d'arbres. Et ils ont rencontré une association qui s'appelle Bois et Loups, qui est une association rennaise qui a plusieurs projets autour de Rennes Métropole de plantation d'arbres, dont c'était Saint-Armel, à côté, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc ils sont pas à leur premier coup. Et donc ils ont été travailler avec l'association, avec le collectif et les services techniques pour essayer d'élaborer en fait un projet de plantation d'arbres. Donc on a vu que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on imaginait au début. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de réunions sur site pour trouver déjà le bon emplacement et le bonne technique aussi pour planter. Et on est arrivé à un projet qui est soumis en fait à la municipalité à travers une convention qui détermine en fait le cadre, ce que veut en fait l'association. C'est-à-dire qu'en fait, l'association, nous on peut ramener des planteurs, on veut bien vous aider à avoir une expertise sur la plantation d'arbres, mais il faut nous assurer que ce qu'on va planter là, on puisse le garder sur le long terme. Donc à ceci, on a répondu favorablement. Et aujourd'hui, il est question de pouvoir signer cette convention-là pour aller plus loin sur ce projet-là. Donc je vous présente en 2-3 lignes. Le terrain qui a été retenu est un terrain qui juxtapose en fait le terrain du site Stade. Donc c'est une parcelle de 2500 m² sur un espace de zone humide. Là, l'association préconise en fait une variété de 16 essences. Ça va représenter à peu près 155 plants. Et donc voilà, je t'ai mis vite fait la liste en fait, des essences qui ont été identifiées. Alors ça reste encore un petit peu affiné. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Que si on arrive à aller jusqu'au bout, on va avoir un chantier participatif qui va s'ouvrir le 1er février 2025, directement sur site. On va appeler tous les habitants à participer à cette plantation. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Evelyne? Je vois que dans les espèces de plantes que vous n'avez que des espèces vernaculaires. Les frênes, etc. On n'a pas entendu. Je vois que dans les espèces de plantes que vous présentez, vous n'avez que des espèces vernaculaires. Chêne, frêne, peuplier, aulne, bouleau, etc. Est-ce que vous avez tenu compte également du changement climatique et de l'adaptabilité des arbres par rapport y compris par rapport aux zones humides? Actuellement, il y a un travail considérable qui est fait là-dessus. Donc, où en êtes-vous là-dessus? Merci. La réflexion a été déjà de pouvoir planter des espèces, des essences locales. On a essayé de suivre les préconisations aussi bien des guides qu'on a retrouvés sur les plantations qu'on a sur Rennes Métropole, mais aussi ce que préconise aussi Afrodon en termes d'adaptabilité en fait, des espèces.
on va arrêter de faire en sorte que les espèces locales, on leur donne une chance aussi de pouvoir s'adapter au changement climatique d'aujourd'hui. Ma question n'est pas de supprimer des espèces locales. Evelyne, je vais en rajouter. Prends le micro, parce que sinon, pour la secrétaire qui ensuite vous Non, mais ma question n'était pas de supprimer les espèces locales, mais plutôt que 100% d'espèces locales. Est-ce qu'on ne réfléchit pas aussi par rapport au changement climatique qui nous arrive aujourd'hui? Déjà sur Rennes Métropole, on a des arbres qui ne tiennent plus, par exemple les prunus, les châtaigniers qui sont malades, etc. Est-ce que vous avez pensé à introduire des espèces qui pourraient mieux s'adapter à 20, 30, 50 ans? C'est important. L'association en a parlé, hein, l'association Boisez-vous, quand elle a travaillé avec le collectif LIDA. Comme c'est un budget participatif, c'est plutôt ce collectif qui a travaillé avec l'association, hein, parce qu'ils n'en sont pas leur premier chantier. Ils travaillent aussi avec des pépiniéristes qui regardent ces aspects de changement climatique, puisque voilà, on sait bien qu'il y a des espèces qui souffrent davantage, et la sécheresse de 2022 nous l'a montré. Donc c'est évident qu'ils sont partis aussi sur un mélange d'espèces pour éviter justement ce qui pourrait arriver, parce que l'adaptation au changement climatique, elle touche des arbres, elle touche aussi des vignes, elle touche plein d'aspects. Hein. Et là, il n'y a pas de certitude. On sait qu'il y a certains types de bois, on parlait du châtaignier, qu'il ne faut pas trop mettre à certains endroits. Là, on est quand même sur une zone humide, hein, je tiens à le préciser aussi. Hein. Donc, il faut aussi des espèces qui puissent s'adapter aux zones humides. C'est complètement évident qu'il faut des espèces qui s'adaptent aux zones humides, et ça serait quand même intéressant d'intégrer un petit pourcentage d'adaptabilité dans la liste des plantes que vous allez introduire. Aujourd'hui, il y a des expérimentations au niveau d'INRAE. Je m'explique parce que sinon, oui, non, la personne qui va faire le TV. Moi, ce que je pense, c'est que, et on travaille là-dessus assez fortement dans le cadre également du bocage, actuellement, il y a des réflexions, y compris au niveau de l'INRAE, c'est-à-dire d'introduire effectivement des espèces vernaculaires. On est bien d'accord là-dessus. On est bien d'accord aussi sur le fait de les adapter à la zone humide que nous avons à cet endroit-là, mais pas que. C'est-à-dire de penser au changement climatique et à l'adaptation. Et aujourd'hui, par exemple, il y a des chênes qui sont beaucoup plus situés au sud, qui s'adaptent effectivement aussi dans des milieux en zone humide, qui pourraient être expérimentés. Et aujourd'hui, l'Université de Bordeaux travaille là-dessus particulièrement. Et il y a plusieurs départements, notamment celui de la Gironde, la région d'Angers exactement, qui travaillent aussi sur cette partie-là. Donc moi, il me semble intéressant qu'on introduise, ne serait-ce qu'un petit pourcentage d'adaptabilité au niveau des arbres, y compris sur coupure. Je sais que ça été vu par l'association, hein, ils ont conseillé sur le type de plantation. Oui, surtout qu'il y a aussi des essences d'arbres qui ne sont pas notées ici, qui vont prendre place à côté en fait, du city-stade, où là c'est vraiment, enfin, on a des essences vraiment plus adaptées en fait, aux grandes sécheresses et à des pousses un peu plus rapides aussi. Et là, sur cet espace-là, je vais reposer la question, hein, tout simplement, de savoir s'il est intéressant de pouvoir intégrer d'autres types d'essences. Et puis on va voir ce que nous répond. Pas de souci. Ouais. Donc, moi, il y a 2 points importants dans la convention qui mériteraient, à mon sens, d'être précisés. Donc, je tiens d'abord à souligner que je soutiens le projet, bien évidemment. Par contre, voilà, si on regarde l'article numéro 3, obligation de la commune, le point 1 et le point 4 posent, à mon sens, un peu problème. Le point 1 et 4. Oui, le point, voilà, et 4. Le premier point, donc, ça concerne, la commune s'engage à financer la facture des plants d'arbres et des accessoires que l'association lui fournira. Je rappelle que le budget alloué donc dans le cadre du budget participatif à ce projet-là est de 7 000 €. Donc, il serait bien de préciser que ce que doit
payer la commune ne doit pas excéder donc, les 5 000 euros du budget alloué. Donc je vous soumis 5 000 euros. Oh, mais c'est pas précis dans la convention, c'est ça qui va être signé. Voilà, c'est ça qui va être signé. Donc ce serait bien qu'on précise effectivement que les factures que la commune doit payer ne doivent pas excéder effectivement le chiffre de budget alloué, donc de 5 000 euros. Le projet, en fait, c'est un collectif d'habitants qui le porte, en fait. Justement. Oui, justement, cette convention-là, elle est faite par une association qui, elle, est là en circuit pour aider. Oui, mais c'est ça, attendez, moi j'ai pas de problème avec ça. En fait, L'aspect financier, en fait, il n'est pas du rôle en fait, de l'association. Non, mais nous, en fait, parce qu'on signe, c'est à nous aussi d'introduire des modifications. Voilà, donc la première modification que je propose de faire, c'est effectivement préciser les chiffres, 5 000 euros, à ne pas dépasser. Quatrième point, je pense que, voilà, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on demande beaucoup de travail aux services techniques qui sont déjà à suspension. Donc, ce serait bien que ce temps soit évalué pour voir un petit peu que, voilà, il ne faut pas non plus trop demander aux services techniques. Surtout que dans le point 4, on précise bien que si le travail des services techniques détermine un petit peu le reste. Voilà. Donc, à la base d'un moment, on a essayé de discuter au début. Les projets portés par les citoyens doivent être réalisés par les citoyens. Donc les services techniques doivent juste venir en aide si besoin. Par contre, on leur demandait de faire le travail. Ce n'était pas ça qui a été discuté au début. Voilà. Donc il faut, à mon avis, préciser ces deux points pour que la convention soit... Là, ça n'a pas été du temps perdu, hein, parce que le niveau du travail qui a été fait avec les services techniques, ça a été de l'échange, en fait, de connaissances qui a été hyper utile pour tout le monde. Et là, c'est le travail. Oui, ce que la Convention précise, c'est la préparation du sol. La préparation du sol, je préciserai, ce n'est pas les services techniques qui vont faire, c'est une prestation auprès d'un agriculteur, mais c'est quand même les services techniques en lien avec les porteurs du projet qui, à un moment donné, coordonnent aussi les devis qu'il faut récupérer auprès d'un pépiniériste, des choses comme ça. Donc, on l'a toujours dit, les projets participatifs, le budget participatif doivent éviter de créer du travail supplémentaire au service technique. Là, on est sur un terrain qui, de toute façon, était un terrain communal où il y avait de l'entretien. Je dirais que quand il y a une plantation d'arbres, il n'y aura pas forcément plus d'entretien que ce qui se fait actuellement. Donc, je suis d'accord avec ça. L'objectif, c'est pas que les services techniques fassent le travail de préparation du sol. Donc, ça a été vu avec un des agriculteurs de la commune. Et ensuite, on est bien quand même dans le cadre du budget participatif, donc avec un montant qui a été voté et qui fait partie des délibérations, en disant tout cela dans le respect du budget alloué de 5 000 euros. On sera d'ailleurs peut-être légèrement en dessous de ce 5 000 euros. Donc c'est là-dessus. Évidemment, il n'est pas question d'avoir un dérapage, et on a demandé à l'association, par certains plans qui vont fournir, que ce soit plutôt la mairie qui commande les plans auprès des pépiniéristes. Voilà, mais le principe de la convention, puisque c'est une association qui a accompagné aussi des porteurs de projets, l'association elle souhaite quand même qu'il y ait un engagement de la municipalité de pouvoir conserver, et ça me semble logique, ce qui va être planté. C'est bien pour ça qu'on a réfléchi sur un terrain qui est actuellement en zone de AU, mais qui changera après, qui sera remis en zone NP. Je tiens à le préciser, ça sera pas dans la modification numéro 2 du PLUI dont on va parler, mais ça sera pour la suite. Et qu'ensuite, c'est aussi un engagement de l'association d'accompagner les porteurs de projets pour trouver des bénévoles sur ce chantier participatif. Moi, je trouve logique qu'il y ait aussi une convention proposée à la commune dans ce cadre-là. Voilà, donc, je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Donc, moi, je vous propose, en compte de ce qui a été dit aussi sur les espèces aussi d'adaptation au changement climatique, le fait que ce soit une zone humide, mais tout ça a été travaillé aussi avec l'association, d'approuver donc cette convention
Donner un avis favorable au projet Planton des arbres, mais ça, c'était, je dirais, le vote des citoyens. Hein, et dire que le projet m'autorisait à signer la convention avec l'association des planteurs du Bois-et-Loup. Par rapport à cette délibération, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions, l'unité? Merci. Le point suivant, je laisse la parole à Stéphane, c'est sur la clôture de la ZAC du Luzard. Merci. Donc effectivement, la clôture, donc cette ZAC avait démarré par délibération il y a 20 ans, le 10 mai 2004. Donc la concession a été confiée à la SNC du Luzard, donc ça a été l'aménagement et l'équipement de cette ZAC qui s'était déroulé en 2 phases. Donc une première tranche qui avait été rétrocédée à la commune en janvier 2013 et la deuxième tranche rétrocédée un peu plus récemment le 12 mai 2022, donc à la commune et à Rennes Métropole du coup pour tout ce qui est réseau. Du coup là vous avez d'afficher, mais sur votre document la synthèse du bilan de clôture, donc avec le montant des charges, des produits. Je ne vous refais pas tous les chiffres. Le solde de l'opération après fiscalité de 442 900 €. Donc ça c'est pour l'aménageur. Donc voilà, on vous demande donc d'approuver cette synthèse du bilan de clôture. Et de l'équitus donc à la SNC du Luzard pour la mission qui lui a été confiée dans le cadre de cette convention. S'il y a des questions à ce sujet. C'est une validation comptable en fait. C'est plus qu'une validation comptable, parce que là, il est fait apparaître, puisque le concessionnaire, c'est le Luzard qui a groupé le groupe Launay et la Sorim, 3 quarts, 1 quart, je crois que c'était. Donc, c'est le bilan définitif financier de la ZAC, et aussi le fait de clore la ZAC. Ça évite que les permis qui soient déposés versent encore des participations à la ZAC. C'est ce qui se passe dans les derniers permis qui ont été déposés. Pour les collectifs qu'a fait Launay derrière la médiathèque, il n'a pas versé la taxe d'aménagement, mais une participation à la ZAC que touche la commune. Voilà. Donc on n'a pas forcément continué à toucher, à percevoir je veux dire, des participations, alors que la ZAC, les travaux sont finis. Et normalement, ça Rennes Métropole de toucher la taxe d'aménagement. C'est pour ça que c'est clos. Il faut qu'on clôt officiellement cette ZAC, puisque les travaux sont finis. Les rétrocessions ont été faites auprès de Rennes Métropole et de la commune pour les espaces verts. Le bilan fait apparaître que l'ensemble des logements ont été construits avec le nombre de logements qui était prévu initialement, et qu'à partir de là, il y a un bilan financier qui fait apparaître un excédent d'ailleurs pour le ménageur. Avec une participation pourtant aux équipements publics qui était de 769 000 €, je crois, 778 000 €, qui avait été versé, on va dire, plutôt sur le mandat 2008-2014. C'est une opération de clôture de ZAC. On aura la même chose je dirais, dans 12 ans sur la ZAC multisite. Puisqu'on a voté le dossier de réalisation de la ZAC multisite. Chaque année, il y aura une présentation des comptes, puisque là, par contre, l'opérateur dont on est actionnaire, et ensuite, il y aura, quand les travaux de la ZAC seront finis, il y aura une clôture de cette ZAC. Voilà, c'est une zone d'aménagement concerté qui se termine. Donc, voilà, ce qui vous est proposé, c'est d'approuver l'ensemble des pièces du bilan de clôture de la convention publique d'aménagement aux ZAC du Luzard, donner quitus à la SNC du Luzard pour la mission qui lui a été confiée dans le cadre de cette convention publique d'aménagement, et autoriser à signer les documents qui sont cette délibération-là d'ailleurs, qui clôt définitivement la ZAC. Donc, par rapport à cette délibération, est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Limité, merci. Le point suivant, je te laisse aussi la parole, c'est le PLUI. Donc là, on est sur la modification numéro 2 du PLUI. Donc, le PLUI avait été approuvé en Conseil métropolitain le 19 décembre 2019.
qui définissait le projet d'aménagement pour l'ensemble de la métropole, développement durable du territoire métropolitain à l'horizon de 2035. Donc une deuxième modification du PLUI est en cours. Donc il y a eu une enquête publique qui s'était déroulée de décembre 2023 à février 2024. Voilà, donc les enjeux métropolitains de cette modification visent à mettre en œuvre les orientations du nouveau PLH de Rennes Métropole, donc pour les années 2023 à 2028 inclus, de mettre en application le programme local d'aménagement économique, d'ouvrir à l'urbanisation certaines zones qui sont actuellement en 2AU, qu'on sait, elles tendent à être de plus en plus restreintes avec le ZAN, répondre aux besoins de mobilité à l'intérieur de la métropole tout en limitant la place de la voiture. Donc là encore, on renforce un petit peu les règles de stationnement. De mettre en œuvre la stratégie eau et biodiversité de Rennes Métropole, d'encadrer le développement des constructions en campagne, améliorer la prise en compte du patrimoine bâti, d'accompagner l'évolution des projets d'échelle métropolitaine, de procéder des ajustements divers. Alors, le dossier donc, comprend des modifications à l'échelle communale, on va les développer tout de suite. Le projet de modification a été notifié par la métropole donc, à l'ensemble des acteurs, on s'en doute bien, la préfecture, la région, le département, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers, l'agriculture, le syndicat mixte du pays de Rennes, la SNCF. Voilà. Donc, on va reprendre ce document-là. Donc, le rapport de présentation, vous l'avez tous reçu. Je vais juste reprendre ce qui nous concerne. Donc, le point numéro 1, c'était mettre en application les objectifs du programme local d'aménagement économique. Donc, on avait la zone d'activité du Pont-Mao avec une modification de son zonage, puisqu'on était en secteur AO, c'est-à-dire un secteur opérationnel. Donc, tous les lots étant vendus, on bascule donc cette zone en UI1A. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je vous dis qu'avant c'était de l'opérationnel en fait. Et du coup, vu que tous les lots sont vendus, à ce moment-là, on n'est plus en opérationnel, on prend un zonage classique en fait de ZA. C'est vrai qu'objectivement, il aurait pu avoir un lexique. Moi, j'ai été obligé d'aller retrouver sur le site de la mairie, parce qu'à un moment, je ne comprenais rien. Je comprends pas toujours plus, mais objectivement, c'est quand même assez barbare. Ouais. Pour celui-ci. Après les autres points, on a donc au niveau de la rue des Oiseaux, on a une petite modification de servitude. On avait une servitude de passage qui reliait normalement la rue des Oiseaux à la rue des Hirondelles. Je ne sais pas si on le voit sur le plan. Non, on ne voit pas. De toute façon, c'est une servitude qui n'a plus lieu d'être, puisqu'elle dessert une parcelle, ce qu'on appelle les parcelles en drapeau, c'est-à-dire les parcelles qui sont en deuxième ligne derrière les premières maisons, en fait. Qui a son entrée d'ailleurs rue des Oiseaux, cette maison-là. Voilà. Donc c'était une servitude qui avait été mise, mais il y a quelques années. Le troisième point, c'est le secteur concerné par la modification se situe au nord-ouest du bourg, la cale Donjean, et à l'est de la Légule Mousseau. C'est Mousseron, c'est marqué Mousseau, mais. Ouais. C'est pour les crèches. Non, c'est
c'est vraiment dans le prolongement de la ZAC du Luzard. Donc c'est ce qui entoure les salles de sport, si vous voulez. Vous voyez les salles de sport qui sont dans la zone verte. Voilà. Et donc c'est permettre un aménagement urbain sur ce secteur-là. Et où actuellement il y a un grand champ. Voilà. Ouais, c'est ça. Et qui rejoindra ensuite la rue de la Caplongeant, où il y a le pôle petite enfance qui a été construit avec une extension possible sur une crèche. C'est communal, c'est-à-dire Ce morceau, elle est communale. Oui, il est communal, ouais. C'était un secteur qui était en UG. Oui. Je ne sais pas si tu viens d'entendre lexique. Toujours à l'INA 4, je pense bien. Et le UG est réservé aux équipements publics. Voilà. Donc, il bascule. Alors, l'autre point. Ça veut dire que là, ça va devenir constructible. Oui, c'est ça. C'est ça. C'était déjà constructible puisque c'est un secteur urbanisé, les équipements publics. Et là, ça devient plus. Pas l'équipement public, ça devient pour l'aménageur en particulier, tout ça. Alors ensuite, des linéaires bocagés tout juste plantés ou existants. Donc là, on reprend. Des fois, il y a des erreurs qui se font sur le PLUI, des erreurs de calque en fait, où on a des éléments paysagers. Donc, on parle des éléments paysagers, c'est des haies de chêne, des choses comme ça, qui sont pas forcément bien placées. Du coup, il y a des corrections. Des fois, elles sont allongées aussi. On ne peut pas les supprimer, par contre, parce qu'on a déjà vu des endroits où, dans des champs, il restait plus que 3 ou 4 arbres, alors que sur le PLUI, il y en avait une dizaine. Pour autant, on ne peut pas les supprimer. Elles sont là, sur une révision, comme ça, on ne peut pas les supprimer. On peut les ajouter, mais pas les supprimer. C'est-à-dire qu'ils peuvent exister sur le plan, Ouais. exister dans la... Des fois, ouais. Ils peuvent exister dans la réalité. Oui. Parce qu'ils peuvent... Oui. Oui, Ouais. donc on accepte que des planches soient... Ah, là, on est sur une révision, ouais. Donc, là-dessus, ouais. Bon, là, on était plus sur de l'ajout, quand même. Donc après, on est sur prendre en compte l'évolution de la ZAC multisite sur le secteur de la Fontaine Blanche. Donc là, on a une évolution aussi de zonage. On est la zone qui est face au cimetière, qui a une zone humide en fait qui est un petit peu plus large que ce qui était ce qu'on avait précédemment. Du coup, ça impose un redécoupage aussi, de façon à avoir une urbanisation qui se fasse que sur du terrain urbanisable et pas sur Là, c'est important que ça passe sur cette modification numéro 2 parce qu'on va racheter le portage foncier qui se termine cette année sur ce qu'on appelait la maison Huguet, voilà, qui a été rachetée sur il y a maintenant 10 ans. Allée de la Fontaine Blanche, où il y avait une rangée mitoyenne d'ailleurs, et il n'y avait que du terrain. Sur ce secteur-là, on a découvert, quand on a fait sur le mandat précédent d'études d'inventaire des zones humides, qu'on a fait sur les zones 2 AU et AU, donc on a vu qu'il y avait des zones humides. On aurait pu construire, puisqu'on a une ZAC, le SAGLN permettrait de dire on construit sur des zones humides et on compense, mais on avait le choix de ne pas construire sur les zones humides. Donc, du coup, toute la partie qui est en bleu sur la carte qui est en haut à droite, elle sera en zonage NP. On a une partie où il y aura la maison qui est déjà existante, qui va passer en zone UE3, donc zone pavillonnaire. Et ensuite, il y a la partie 1 UO1 qui, elle, sera la partie construite à l'intérieur de la ZAC multisite sur ce secteur-là. Oui, il est en face de la partie zone humide. Et je sais, mais si on veut affiner les choses, c'est aussi protéger les zones humides. Dans les documents d'urbanisme, il faut, dans ce cas-là, l'appliquer.
La dernière modification proposée, c'est l'ouverture à l'urbanisation sur le secteur de la Fontaine Blanche. On reste à peu près dans le même secteur. Par contre, on est de l'autre côté du cimetière, donc la parcelle qui est au sud du cimetière. Donc c'est une parcelle dans laquelle on conserverait 2000 m², donc la partie mitoyenne du cimetière, hein, qui a une toute petite partie en zone 8 d'ailleurs. Donc on garderait 2000 m² en réserve foncière de façon à pouvoir agrandir le cimetière le moment venu, de laisser la partie centrale ouverte à l'urbanisation et la partie la plus au sud qui est en zone humide de la basculer en naturel protégé, NP. J'ai dit naturel protégé. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci. J'ai deux questions. J'ai une première, peut-être trois même. À un moment, on dit répondre aux besoins de mobilité à l'intérieur de la métropole tout en limitant la place de la voiture. Donc moi, tout à l'heure, on nous a présenté les gaz à effet de serre et qu'il fallait qu'on les réduise. On est bien d'accord si on veut éviter le changement climatique. Donc ça veut dire aussi qu'il y aura plus de place pour le vélo. Donc qu'en est-il dans vos projets de modification, parce que finalement on découvre un petit peu là, quelle sera la place pour le vélo beaucoup plus demain à Montpellier, ce qui n'est pas vraiment le cas encore aujourd'hui. Alors, je rappellerai que sur la place sur le vélo, il y a un schéma, un plan de déplacement urbain qui existe au niveau de la métropole, là on parle bien du PLUI, c'est pour ça qu'on n'est pas dans le plan de déplacement urbain. Il y a un schéma réseau express vélo, hein, qui est plutôt sur la première couronne, voilà, mais quand même qui nous concerne, puisque le fait d'aller à Charles-de-Bretagne, d'avoir une voie sécurisée à Chartres, nous permet de rejoindre ce réseau express vélo. Et moi, je connais des gens qui vont à Rennes, qui travaillent à Rennes maintenant en vélo, surtout avec les mobilités de vélo électrique. On a rencontré il n'y a pas si longtemps, je crois que c'est Anthony, il y a 2 semaines, 3 semaines, le vice-président en charge de mobilité avec Métropole, hein, pour faire le point sur transport en commun, mobilité douce, hein, qui nous concerne, et puis zone de covoiturage, puisqu'il y aura une zone de covoiturage au Louvrel. On vient de recevoir aujourd'hui les plans d'aménagement, la semaine de vendredi, on les a reçus, hein. Donc avec la continuité douce qui a été faite le long de la RD36, hein, pour sécuriser et permettre de rejoindre les hameaux existants. Donc ensuite on a un travail à travailler, mais ce n'est pas le cas du PLUI, hein, c'est pour ça que je parlais du plan de déplacement urbain, à travailler sur la sécurisation à l'intérieur de la commune, des cycles. Je rappellerai qu'il y a eu un rassemblement samedi il y a 8 jours, hein, l'initiative de l'association Vélo Oxygène. Non mais c'est important, et qu'on a eu une réunion publique il y a un peu plus d'un mois sur la ville à 30, puisque l'objectif c'est d'arriver au 1er janvier à ce qu'on passe la ville de Montpellier en 30, parce que c'est la sécurisation des cycles. Et ensuite, il y a la question du partage de la voirie. Mais le partage de la voirie nécessite des fois d'avoir des aspects sécurisés pour les vélos. Hein, on a parlé notamment des liaisons à Bru. Et donc de reprendre peut-être la liaison qui existe, qui passe par la mine, avec une sécurisation et surtout un roulement plus facile pour les vélos, hein, pour que ce soit utilisé. Donc il faut qu'on développe tout ce qui peut être une alternative à la voiture, parce qu'il ne suffit pas de réduire les places de stationnement, sachant qu'à Montpellier, on est une des communes où on a demandé quand même à ce que la réduction tienne compte aussi que les gens prennent leur véhicule pour aller travailler. C'est le cas de la majorité quand même des habitants de Pompéan, puisqu'on n'a pas l'habitat est assez éloigné des fois des zones d'activité. Par contre, il faut sécuriser
et assurer les liaisons douces, et développer l'offre de transport en commun, et permettre le covoiturage, notamment avec ce qui a été fait sur la RN 137, avec la liaison spécifique pour les bus et les covoitureurs. On a relevé quasiment une bonne dizaine de points saillants sur les feuilles de mobilité qu'on est en train de traiter avec Rennes Métropole. On est en train de négocier certaines choses. Oui, à travers les visites de Pompéan avec Rayon d'Action, par exemple, aussi, sur lequel on a communiqué sur des comptes rendus. Ceux-ci, on les a retravaillés avec les services de la voirie de la plateforme sud de Rennes Métropole. Et ceci, pour l'instant, on est en train de voir ce qui est réalisable ou pas avec les enveloppes aujourd'hui disponibles sur ces aspects-là. Ça prend un peu de temps. C'est très large comme sujet. Hein. Tu reparles de l'offre des bus, parce que pour moi, en fait, ça fait partie d'un tout. Hein. Les vélos, oui. Les marches à pied, oui. La sécurisation, en fait, des collégiens, oui, forcément. D'avoir du développement, en fait, aussi de voies vertes ou de pistes cyclables, ça nous semble aussi intéressant, mais il faut prendre le temps aussi de bien étudier ces choses-là. Et du coup, cette feuille de mobilité qu'on a réussi à travailler, elle est aujourd'hui dans les mains de Rennes Métropole, qui doit se positionner pour savoir qu'est-ce qui est réalisable ou pas. Et on attend dans les prochains mois. Enfin, il faut encourager la pratique du vélo, y compris les vélos électriques, et ça ne passera que par la sécurisation des voies cyclables de toute façon. Donc, moi je suis un petit peu embêtée avec cette histoire de mise à jour. Ça aurait été assez judicieux d'avoir des présentations au niveau citoyen des évolutions, parce que c'est dans le vice et dans la ville, et pourquoi il n'y en a-t-il pas eu? Alors, je rappellerai qu'il y a eu beaucoup de concertations dans le cadre du PLUI. Il y a des ateliers ouverts à tous les élus avaient été invités à participer aux ateliers. Présentement, donc, je ne sais pas si vous y avez été, mais voilà, les ateliers étaient ouverts. Et qu'ensuite, le PLUI, il fait le lien aussi avec d'autres documents, comme le plan local de l'habitat, le plan de déplacement urbain. Voilà, et je pense qu'à un moment donné, on est dans une modification, c'est pas une révision. Et c'est pas la première, c'est la deuxième sur ce mandat d'ailleurs, puisqu'on avait une modification numéro 1, et on a regardé qu'est-ce qui devait être adapté au niveau du PLUI par rapport à la ZAC multisite et par rapport aussi à la loi climat et résilience, pour permettre de moins construire sur des zones d'extension, parce que l'objectif, c'est bien de zéro artificialisation nette. Là-dessus, on est d'accord, il n'y a pas de souci. C'est simplement, quand je vois la réaction de Dominique, il faut un glossaire, etc. Déjà, Il faut un glossaire ou quelque chose comme ça, oui, pour comprendre entre les différentes terminologies. Alors, au niveau des habitants, je ne sais pas ce qu'il en reste. C'est pour ça que c'est quand même important qu'il y ait au moins des réunions un peu pédagogiques pour expliquer comment les choses évoluent, où on en est, et voilà. Alors on pourra l'organiser, puisqu'il va y avoir une enquête publique dans le cadre du PLUI. Donc vous savez que le PLUI va pas être... On doit, nous les 43 communes de Rennes Métropole, donner notre avis sur les modifications. On a ciblé plus la partie concernant Pompéan, parce que voilà, mais le PLUI, c'est un document intercommunal, et ensuite il y a les personnes publiques associées, et il y aura de toute façon participation du public. Et là, on pourra organiser des réunions qui sont prévues au niveau de Rennes Métropole par secteur. Et comme on l'a fait dans d'autres domaines, comme pour le PLH. Donc il nous faut, la délibération, c'est donner un avis favorable sur le projet de modification numéro 2 du PLUI, et on a souhaité bien le préciser aussi, un avis favorable aux règles modifiées applicables à l'intérieur du périmètre de la ZAC multisite
parce que la ZAC multisite est à l'initiative de la commune, hein, et donc ça permet aussi que le territoire public, notre aménageur, puisse prendre en compte le PLUI, et donc on adapte et le zonage, mais aussi les éléments qui vont s'imposer de ce fait à la ZAC multisite. Donc par rapport à cet avis favorable, est-ce qu'il y a des oppositions? Alors, des abstentions? Donc, Pascal, et voilà, Yvon et Evelyne, 4 abstentions. Le point suivant, ça concerne la présentation du rapport sur les actions entreprises à la suite des observations de la Chambre régionale des comptes qui concernait la SPLA territoire public, de manière plus globale territoire. Nous sommes la commune actionnaire de la SPLA territoire public, et donc en tant qu'actionnaire, on a présenté d'une part le rapport et les actions que la SPLA territoire public a proposé à la Cour des comptes, de façon à répondre aux questionnements, et surtout la Cour des comptes a émis plusieurs recommandations, c'est bien par rapport à ces observations, recommandations qu'il faut répondre. Donc, non, vous êtes ça n'a pas bougé sur le côté, non. Alors sans qu'il y ait forcément besoin, je vais vous rappeler la Chambre régionale des comptes, c'est son rôle, et elle fait des procédures de contrôle de toutes les collectivités territoriales, opérateurs publics en lien avec les collectivités territoriales. Comme territoire est à la fois la SEM territoire, c'est une société d'économie mixte, et en même temps la société publique locale d'aménagement a été créée, donc avec plusieurs communes actionnaires, dont la commune de Pompéan. Donc il y a eu une ouverture du contrôle de la Chambre régionale des comptes le 4 février 2022. Le temps du contrôle a duré plus de 6 mois, puisque la fin de la phase d'instruction et l'entretien de fin de contrôle a eu lieu le 19 octobre 2022. Il y a eu un rapport d'observation provisoire émis par la Chambre régionale des comptes le 3 février 2023. À chaque fois, c'est un rapport provisoire, et la société ou la collectivité qui est auditionnée, en quelque sorte contrôlée par la Cour des comptes, a 2 mois pour répondre aux observations. Donc la SPLA territoire public a répondu le 3 avril 2023. Il y a eu un rapport d'observation définitive le 17 mai 2023, avec une réponse de la société aux observations définitives le 16 juin 2023, et présentation au conseil d'administration le 11 septembre 2023. Donc suite à ça, il y a eu un plan d'action pour, c'est normal, pour répondre un petit peu aux observations de la Cour des comptes. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter ces observations. Donc on peut regarder peut-être le premier tableau, la première partie, qui présente l'ensemble territoire. Dans territoire, vous avez la SPLA territoire public, dont nous sommes, nous, actionnaires. Ensuite, vous avez la société d'économie mixte, qui est beaucoup plus ancienne, qui par exemple, avait travaillé sur la ZAC déjeuner, la ZAC du centre, qui a fait la zone commerciale, donc qui fait partie aussi du territoire. Et ensuite, vous avez la SPLA Via Silva, qui concerne Cesson-Sévigné et Rennes Métropole, donc, qui est aussi une société publique locale d'aménagement. Et ensuite, vous avez le groupement d'employeurs, un groupement d'intérêt économique, il y a un GIE et un groupement d'employeurs. Parce que, évidemment, il faut que l'ensemble des salariés qui sont sur le territoire, leur temps de travail soit dévolu, soit SPLA territoire public, soit SPLA Via Silva, etc., et que tout soit contrôlé, quoi. Donc la première partie faisait des remarques de la Cour des comptes
la Chambre régionale des comptes, hein, sur l'ensemble territoire. Et la Chambre estimait que le plan stratégique de territoire constituait davantage un instrument de communication qu'un véritable outil de pilotage. Hein, en disant qu'il n'est pas suffisamment assorti d'un plan d'action et d'indicateurs pour chacune des structures qui le composent et éléments qui auraient pu être soumis aux instances de ces sociétés. Donc les actions entreprises, ça a été mené surtout au cours de l'année 2023. Territoire a mené une démarche d'actualisation du projet stratégique pour les années 2024-2028. La démarche s'est déroulée d'avril 2023 à mai 2024, associer les administrateurs et le personnel dans le cadre de 3 séminaires, là-dessus. Ensuite, un temps aussi de restitution. La démarche a été menée à l'échelle de territoire, puis déclinée par entité juridique, un territoire public via ses voies, etc. À l'issue de cette démarche, il y a eu 5 axes stratégiques qui ont été définis. L'axe 1, c'est consolider le socle d'intervention en disant territoire, aménageur, réaménageur du territoire de la métropole. Je le dis parce que moi-même j'ai participé à ces séminaires. Vous voyez bien qu'avec le zéro artificialisation nette qui dit qu'en 2050, on n'aura plus d'extension, la notion de ZAC, zone d'aménagement concerté, va surtout être du renouvellement urbain, et que peut-être il y aura beaucoup plus d'aménagement dans le diffus, et que ça oblige à repenser peut-être la notion d'aménageur, en traitant davantage ce qu'on appelle les gisements fonciers, et en travaillant sur le renouvellement urbain essentiellement. Alors, ce que nous on fait notamment à travers les agnoticide sur une des parties de l'agnoticide. L'axe 2 stratégique, c'est préparer les opérations d'aménagement de demain. Donc ça, c'est développer vraiment des projets. L'axe 3 stratégique, c'est participer à l'équipement du territoire, à la constitution d'un parc immobilier performant, à l'amélioration de la performance bâtimentaire. Par exemple, le territoire, c'est un territoire qui est chargé du programme éco-travaux sur les copropriétés, hein, pour que ça puisse se développer, les copropriétés. L'axe 4 stratégique, c'est agir pour la performance globale de l'écosystème territorial. Donc, territoire en tant que partenaire et investisseur. Et l'axe 5 stratégique, c'est innover au service de la performance sociale et environnementale de l'aménagement, notamment tout ce qui concerne l'organisation des chantiers, puisque le territoire, c'est pas seulement un aménageur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on choisit des constructeurs, mais comment, dans le cahier des charges, on va pouvoir dire les achats sont éco-responsables, est-ce qu'il y a participation de personnes en insertion des phases de construction, des choses comme ça qui doivent être développées, quoi. Donc voilà, en même temps, le suivi du plan stratégique il sera réalisé donc, sur la forme de données comparatives, hein, puisque une des critiques de la Chambre régionale des comptes, c'est de dire qu'il n'y avait pas assez d'indicateurs, données comparatives en cas de présentation budgétaire annuelle, des suivis d'indicateurs financiers et d'indicateurs d'activité, suivi d'un plan d'action. Ensuite, il y a toute une liste de pièces justificatives qui ont été adressées à la Chambre régionale des comptes. Alors ensuite, l'observation de la Chambre régionale des comptes disait qu'il y avait une absence de définition d'une stratégie sur l'évolution de l'actionnariat, alors même que les communes du cœur de la métropole n'y sont pas. Je rappellerai que le premier actionnaire, c'était Rennes Métropole, ville de Rennes. Ensuite sont arrivées des communes comme Noyelles, Châtillon et Montpellier, et ensuite, maintenant, plus d'une dizaine de communes. Dernièrement, Bru, par exemple, et on n'a pas cette délibération, nous-mêmes, on a vendu des actions à la commune d'Ureux. Donc, voilà, les actions entreprises, territoire est un outil de mise en œuvre de politique publique et n'est pas l'initiative du nouveau projet. C'est bien un concessionnaire à qui on s'adresse, et c'est bien les communes là, qui sont à l'initiative de projet. Sa stratégie consiste à identifier les besoins des collectivités, alors je dis communes ou métropole, au regard des enjeux réglementaires, économiques et environnementaux, et à développer les compétences pour répondre à ces besoins. Donc le conseil d'administration du 13 mai 2024 a déterminé les modalités d'entrée de ces communes au capital de la société, poursuivre le principe d'entrée au capital par acquisition d'actions auprès des communes déjà actionnaires, comme on a fait pour la commune d'Ureux, maintenir un montant minimum d'acquisition d'actions d'environ 15 000 €, et définir un ordre de priorité de la commune cédante en fonction de l'investissement réalisé par la commune et la durée de détention des actions. Comme nous, on était une des premières communes actionnaires,
c'est vrai qu'on avait un niveau d'action plus élevé que d'autres communes qui sont rentrées par la suite. Toujours sur cette première partie, la Chambre des comptes constatait une absence de contrôle croisé ou de séparation des fonctions, alors que la gouvernance politique du GIE et du GE, du groupement d'intérêt économique et du groupement d'employeurs, est très allégée. Donc l'organisation territoire s'appuie sur des principes de pluralité de structure, mais d'unicité de métier d'équipe. Donc la présence de structures de mutualisation de moyens de ressources humaines grâce au groupement d'intérêt économique territoire et territoire groupement d'employeurs, des décisions des structures de mutualisation qui sont systématiquement prises préalablement par les conseils d'administration des structures opérationnelles, donc c'est la SEM, l'SPLA via Silva et l'SPLA territoire public. Nous, on est concernés que par l'SPLA territoire public. Une unicité de direction, le directeur général de la SPLA et administrateur du groupement d'intérêt économique et président du groupement d'employeurs, une unité économique et sociale assurant la représentation unique du personnel. Donc, amélioration de la séparation des fonctions au sein du GIE territoire par la nomination à l'Assemblée générale du 22 juin 2023 de M. Sébastien Franchise, représentant du cabinet SINA en qualité de contrôleur de gestion. Puisqu'il y avait contrôleur des comptes, si vous voulez, et il n'y a pas contrôleur de gestion, donc là c'est important dans la loi de compte. Une autre remarque de la Chambre régionale des comptes, c'est sécuriser et clarifier sur le plan juridique le dispositif des délégations accordées par le directeur général de la SPLA territoire public. Donc les délégations accordées par le directeur général au chef de projet salarié territoire groupement d'employeurs sont conformes aux dispositions de l'article 1253-15 du Code du travail, ça a été vérifié par un juriste. Les délégations accordées par le directeur général, secrétaire général, salarié du groupement d'intérêt économique territoire ne sont pas prévues par les textes ni par la jurisprudence, même si une fonction intégrée territoire apparente à un groupe. Donc ensuite, il y a une étude menée par le cabinet Coudray, un cabinet juriste, sur la sécurisation des délégations à salariés. Il y a eu un transfert du contrat de travail de la secrétaire générale du GIE territoire vers territoire groupement d'employeurs. Pour rappel, le territoire est membre du groupement d'employeurs. Alors c'est important, mais c'est vrai que l'historique, c'est plutôt qu'il y avait une société d'économie mixte. C'est l'idée ensuite de sociétés publiques locales d'aménagement qui sont arrivées par la loi de 2011, qui ont créé la SPLA territoire public, puis ensuite la SPLA via Silva. Toujours dans la première partie, il y avait sécurisé et clarifié sur le plan juridique le dispositif des délégations accordées par le directeur général de SPLA territoire public. Donc il y a une délégation de pouvoir au sens du droit privé, on dit ne correspond pas à la pratique des délégations au sein de territoire, puisque par exemple, nous, on a un chargé d'opération, là, on va travailler essentiellement avec lui. Ensuite, sur les questions économiques, on va travailler avec la responsable financière, qui est à l'échelle du groupe. Et ensuite, vous verrez que dès l'année prochaine, on aura un bilan chaque année du suivi de notre ZAC. Donc sur les actions entreprises, il y avait une relecture des délégations en vigueur par le cabinet Coudray, une réécriture des délégations à la secrétaire générale, parce que c'était ça qui était un petit peu ce qu'avait pointé la Chambre régionale des comptes, et au directeur de projet mis en application à la date de transfert de la secrétaire générale. Donc il y a eu une actualisation du tableau des délégations qui a été fourni à la Chambre régionale des comptes. Ensuite, il y avait sécurisé, et bon, c'est toujours le même point. Donc la représentation en cas d'intérim du directeur général en commission d'appel d'ordre va être prévue au moment de l'approbation par le conseil d'administration de la composition de la CRO. Ça, c'est une remarque de la Chambre régionale des comptes. Donc là, il est proposé de reporter cette décision du conseil d'administration, recrutement d'un directeur opérationnel, vu l'ensemble des chantiers suivis par territoire, alors soit sur des AC, soit sur des zones d'activité comme jamais par exemple, soit sur des grands projets plus structurants comme SPLA via Silva, soit sur des suivis des coûts travaux, donc, et peut-être d'autres opérations qui vont être des opérations d'études. Par exemple, ce qu'on a confié en origami, on peut peut-être plus le confier à territoire, mais voilà, ça suppose évidemment d'avoir un directeur opérationnel qui croise l'ensemble. Et ensuite, la deuxième partie
était plus sur la gouvernance, hein, qui nous concerne davantage de la SPLA, territoire public. Donc la Chambre régionale des comptes disait qu'il fallait mettre en œuvre les recommandations de l'Agence française anticorruption visant à prévenir les atteintes à la probité, en particulier par l'élaboration d'une cartographie des risques. Alors, je ne vous lis pas tout. Hein. Donc dans les actions entreprises, il y a eu des échanges avec les services de Rennes Métropole sur l'étendue de la cartographie des risques. Il y a eu un appui aussi de la Fédération des établissements publics locaux sur une charte ou un guide de déontologie. C'est un groupe de travail qui est en cours, qui ne concerne pas que la SPLA territoire public, à l'échelle de la Fédération des SPL. Et la recommandation numéro 3 de la Chambre régionale des comptes, c'est s'assurer aussi du critère légal de contrôle analogue par une rédaction plus précise des statuts de la SPLA, notamment concernant le rôle dévolu au conseil d'administration. En considérant que l'article 30 des statuts de la SPLA sur le contrôle analogue exercé par la collectivité est insuffisante. Donc les actions entreprises, la démarche de projet stratégique menée jusqu'en mai 2024 a consisté à investiguer des champs de développement de la société, pouvant potentiellement réinterroger la forme juridique de la société, eu égard à la définition restrictive des compétences d'une SPLA. Hein. Des modifications statutaires peuvent désormais être envisagées concernant l'objet social, l'exercice du contrôle analogue par les collectivités actionnaires. C'est, je pense, aussi une demande des collectivités hein, d'avoir ce contrôle analogue, alors non pas dans chaque opération, puisque ça c'est vu avec chaque collectivité, mais sur on va dire, toutes les actions de l'SPLA. Une autre remarque de la Chambre régionale des comptes, c'est la formalisation des orientations stratégiques de la SPLA et leur suivi opérationnel en conseil d'administration, qui mériterait d'être renforcé. Hein. Donc ça aussi le contrôle analogue. Et donc là, la remarque de la SPLA territoire public, c'est de renvoyer au projet stratégique et la méthodologie de définition de suivi des axes stratégiques, les 5 axes qu'on a présentés au début. Hein. Et ensuite, la Chambre estimait que les membres du conseil d'administration ne disposent pas d'informations suffisantes sur le déroulement des opérations d'aménagement. Donc, action entreprise, qui était déjà, avant même que la Chambre régionale des comptes fasse cette remarque, hein, c'est qu'à chaque conseil d'administration, il y a un point sur les nouveaux contrats, les démarches commerciales. Hein, il y a une approbation au conseil d'administration de tout nouveau contrat de concession. Dernièrement, c'était sur l'heureux. Il y a une présentation du rapport d'activité au conseil d'administration qui arrête des comptes. Il y a un état financier par opération remis aux administrateurs en même temps que les comptes annuels de la société. Et donc, à chaque fois, on fournit les pièces justificatives, quoi. L'autre remarque, l'observation 4, c'est une présentation insuffisante du rapport annuel aux collectivités actionnaires par les administrateurs. Donc, action entreprise, des rapports sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023 doivent être mis communes siégeant au conseil d'administration en qualité de représentant d'assemblée spéciale ou disposant d'un poste de censeur. Donc, je dirais que ça devra nous être présenté, puisque moi j'étais à l'assemblée spéciale, parce que toutes les communes ne sont pas au conseil d'administration avec un droit de vote. Hein. Je suis rentré que depuis 2023. Recommandation numéro 4, c'est élaborer une politique d'achat et la faire approuver par le conseil d'administration. La Chambre relève que dans la pratique, la société s'est fixé des objectifs d'achat responsables en matière sociale et environnementale, plan social, objectifs environnementaux, mais qu'au vu du montant annuel de ces achats, la société n'est pas tenue d'établir, faire approuver un schéma de promotion d'achat public socialement, économiquement responsable. Donc les actions entreprises, c'est une formalisation des objectifs environnementaux dans le cadre de réponse aux consultations, notamment sur les marchés qui sont lancés, hein. Des compléments intégrés dans le synthèse des marchés présentés, qui ont été présentés aux administrations en octobre 2024. Et puis la recommandation numéro 5, il me reste 2 autres, hein, c'est se mettre en conformité avec les obligations de publication des données essentielles des marchés. Voilà. Donc la société s'est mise en conformité avec l'obligation de publication des données essentielles des marchés prévues par l'article R2196-1 du Code de la commande publique, et sur le site internet, on peut aller vérifier ça. Et ensuite, il y avait une remarque sur élaborer un guide interne de la commande publique, en disant que le document existait, mais qui mériterait d'être un peu réécrit, quoi.
Donc il y a eu une réécriture d'un guide de la commande publique qui est en cours et qui a été présenté au dernier conseil d'administration. Et enfin, recommandation numéro 7, renforcer le contenu du rapport de gestion intégrant les chiffres opérationnels. Rappel des données opérationnelles contenues dans le rapport de gestion, évolution des investissements sur 5 ans. Voilà. Donc, et ça fait, c'est le lien aussi avec la recommandation numéro 8, c'est élaborer un plan de trésorerie infra et pluriannuel, puisque le financement à chaque contrat de ZAC est géré en bout de trésorerie et en prévisionnel sur un an. Nous, par exemple, vous avez vu, quand on a eu le dossier de réalisation de la ZAC, on a des frais financiers, puisque derrière, le territoire fait de l'avance. Et ensuite, la participation de la commune, on a fait une demande qu'elle soit lissée par année. Donc là, on vient de recevoir, par exemple, la semaine dernière, le premier versement sur l'année 2024, 116 000 €. Donc là, on fait en sorte que ce soit versé rapidement pour que, évidemment, ça n'influe pas non plus sur le solde de trésorerie de territoire, puisque nous, on paye déjà les intérêts de ce qui va être lié à l'opération, puisqu'ils ont racheté les maisons, notamment dans la partie centre, ou les terrains dans la partie extension, et qu'à partir du moment que la surcharge foncière n'est pas encore vendue à des opérateurs, tout ça, c'est de l'argent investi en avance et qui est porté par une trésorerie de territoire. Donc là, ce qui a été décidé comme action, c'est de recruter une contrôleuse de gestion qui a été recrutée en avril 2024 pour renforcer la gestion transversale des trésoreries des opérations et mettre en place un outil prévisionnel de trésorerie à 5 ans, puisqu'on sait que on a plutôt un développement des activités, donc il y aura un besoin de trésorerie important. Donc aussi à chaque collectivité qui fait appel à territoire de jouer le jeu, des fois le versement des participations des collectivités, quand il y a participation de collectivités. Parce que je rappellerai qu'on a cloué la ZAC du Luzard, on n'avait pas de participation des collectivités, la ZAC du Luzard, mais c'était uniquement une ZAC en extension. Donc on n'avait pas les mêmes coûts de rachat de foncier que ce qu'on a sur la ZAC multisite, où quand on rachète des maisons pour les détruire et les reconstruire, évidemment, ça a un coût beaucoup plus important. Voilà les différentes remarques qui avaient été faites par la Chambre régionale des comptes et ensuite ce qui a été présenté au conseil d'administration en septembre dernier sur les réponses au bout d'un an. Le point sur les actions entreprises a été transmis ensuite à la Chambre régionale des comptes et qui doit être présenté à chaque collectivité actionnaire. Alors, en connaissant que ce n'est pas toujours simple d'avoir l'entité territoire, alors que nous, on est essentiellement sur la SPA, territoire public. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à... Simplement, ces remarques ont été approuvées, enfin, ces actions ont été transmises et après approuvées. Alors, approuvées en conseil d'administration de territoire au mois de septembre, et ensuite, on a une présentation et on doit aussi l'approuver au niveau de chaque collectivité, enfin prendre acte au niveau de chaque collectivité, et ensuite on peut faire des remarques. C'est une démarche classique d'avoir un rapport de la Cour des comptes, et ensuite de dire, d'ailleurs quand on a une réponse à la Cour des comptes, il faudra qu'on mette en place telle action, et ensuite au bout d'un an, faire le constat des actions qui ont été mises en place, et les transmettre à la Chambre régionale des comptes et les présenter aux actionnaires. Oui, alors bon, il est heureux que la Cour des comptes soit là, parce que ça permet de faire un travail nécessaire. Alors on ne va pas revenir sur tous les points, parce qu'il y en a de très nombreux. Moi j'en ai noté un, notamment sur la gouvernance de la SPLA, deuxième partie, où il est dit les déclarations auprès de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, HATVP, ont été régulièrement effectuées. Moi j'ai regardé, je suis allée voir, et j'ai pas vu la fiche de l'administrateur de la santé spéciale des actionnaires pour complément, la fiche n'existe pas. Il
idem pour le censeur au titre de compétent. Donc, il n'est pas possible d'appréhender comment se tisse le réseau d'influence autour de la SPLA et de ses administrateurs déjà. Par contre, on voit très bien celui de la maire de Rennes, par exemple. Oui, oui. Alors, première chose, hein. Les administrateurs, parce que moi je suis administrateur depuis 2023, puisque ça tourne tous les 2 ans. Avant, j'étais que dans l'Assemblée spéciale. Premièrement, les administrateurs ont à fournir là où ils ont des fonctions, voilà, en tant qu'élus. Hein. Donc, moi j'ai fourni un territoire public là où je suis élu, maire de Montpellier évidemment, conseiller métropolitain, puisque voilà. Et puis ensuite, président de la collectivité ou du bassin rennais. Donc, tous ces éléments-là, vous voulez. Chaque année, chaque année, vous avez, lors de votre budget, les indemnités que tous les élus perçoivent. Et moi, les indemnités que je perçois en tant que maire. Oui, mais je l'entends bien que nous, en tant que conseillers, on les a, mais n'importe quel citoyen est en mesure de connaître et de savoir, ça s'appelle la transparence. Oui. Donc voilà, donc la vôtre n'y est pas, monsieur. Oui, mais moi j'ai. Donc posez la question à la SPLA, surtout que vous y êtes depuis 2023. Oui. Donc ça, c'est un premier point. Donc, effectivement, j'ai bien compris que nous aurions une présentation tous les ans désormais, une conférence qu'il n'y avait pas forcément. Et puis, quand même, je voudrais quand même noter que tout est à la responsabilité des collectivités concédantes. Hein. La SPLA ne prend absolument aucune responsabilité par rapport à la partie financière. S'il y a un pépin, c'est pour la commune. Alors, mais je dirais que c'est pas spécifique. Enfin, c'est vrai que si on était sur un concessionnaire privé, c'était le cas, puisqu'on a eu un rapport. Hein, le concessionnaire privé prend soit le risque, soit prend l'excédent. En l'occurrence, la ZAC, c'était un résultat. L'avantage et le choix qu'on avait fait quand on a adhéré à l'SPLA territoire public, c'est d'être dans une société publique locale où on maîtrise le développement des choix qui sont faits et d'avoir le budget. Alors évidemment, et chaque, quand on a voté le dossier de réalisation, on voyait bien que la commune participe à l'opération de la ZAC participe. Oui, mais bon, je note quand même qu'il n'y a que 13 communes sur les 43 communes de la métropole qui font partie de la SPLA. Donc ça pose question quand même. Pourquoi les autres n'adhèrent pas, pardon, si c'est si intéressant que ça? Il y a des actes partout, et je rappellerai que même si on adhère nous à un territoire public, on a d'autres opérations d'aménagement qui sont faites par des aménageurs qui ne sont pas territoire public. Hein. Et c'est pas une obligation qu'une commune soit actionnaire de la SPLA. La SPLA, pour avoir une société publique locale, il faut avoir 2 actionnaires minimum. Donc les parties de Rennes Métropole, et ensuite les communes qui ont été intéressées ont soutenu actionnaire. C'était le cas, les premières communes, c'était Noyal et Lille. Voilà. Et ensuite, vous avez des communes comme Bruy qui sont rentrées l'année dernière, ensuite Leroux cette année. Donc il n'y a pas d'obligation à ce que tous les 43 communes soient actionnaires de l'SPLA territoire public. Donc, la question, est-ce que c'est véritablement judicieux d'être avec la SPLA territoire, sachant qu'il n'y en a que 13 par rapport aux 43, c'est tout ça. C'est un choix politique ensuite. Parce que si on ne travaille pas avec, si on n'est pas actionnaire de la territoire public, on aurait pu dire aussi, on confie ça à la SEM territoire, comme dans le passé. Je ne sais pas si tu suivais la vie politique à Montpellier, mais dans le passé, il y a eu la ZAC Dijonais, c'était la SEM territoire. Bon, et une dernière question, est-ce que c'est cette présentation-là qui est envoyée à la Cour des comptes? Je rejoins la question de Dominique, parce que j'imagine qu'ils ne vont pas s'en satisfaire. Alors, la Chambre régionale des comptes, elle reçoit ce rapport. C'est une obligation. C'est l'obligation d'avoir un rapport des observations qui ont été faites et qu'est-ce qui a été mis en place.
je dirais d'une part, la Chambre régionale des comptes est dans son rôle de contrôle des collectivités. Moi, je les ai connus puisqu'ils ont fait aussi un rapport sur la collectivité au du bassin rennais, ils ont fait un contrôle sur les objets 35, il y a un contrôle sur Rennes Métropole. Ensuite, chaque collectivité ensuite donne ses réponses à la Chambre régionale des comptes, et ensuite on met par rapport aux recommandations, parce que pour moi c'est plus des recommandations et c'est plutôt un audit favorable, parce que ça permet de se dire tiens oui, il faut qu'on tienne compte de telle chose, tel aspect, et à partir de là mettre en place des plans d'action. Et ça pour moi c'est le rôle de la Chambre régionale des comptes, il est quand même intéressant là-dessus. Enfin, elle appuie quelquefois, là vous savez, quand on parle de marketing territorial par rapport à la SPLA, quand on parle de marketing territorial abusif par rapport à la SPLA, c'est très clair. Bon, j'avais raison finalement d'en parler, de la Cour des comptes par rapport à territoire, et je reste sur l'interrogation effectivement des 13 communes sur les 43. Cette interrogation, la SPLA existe depuis 2011, il a adhéré, voilà. Il a dû adhérer en 2012-2013, voilà. Voilà, il n'y avait que 3 communes, il y en a 13, voilà, c'est tout, en 10 ans. Donc, c'est pas beaucoup si c'était si intéressant. Mais voilà, c'est des choix politiques qui sont faits ou qui ne sont pas faits. Bon, en attendant, j'espère que pour la transparence de la vie publique, vous pouvez publier votre HATVP. Voilà. Donc, par rapport à prendre acte, voilà, je ne ferai pas. Le point suivant, je vais toujours prendre la parole, alors je vais essayer d'être synthétique, c'est le rapport d'activité développement durable 2023 de Rennes Métropole. Donc il y a déjà la vie de la métropole, donc ça me permet de rappeler qu'il y a tous les ans une convention des élus. Donc vous êtes invités, vous avez reçu des invitations pour celle qui aura lieu au mois de novembre. La date en tête, on va regarder ça. La convention des élus, c'était pas avec la convocation. Ah si, il a été envoyé. Si. J'ai encore vérifié ce matin. Là. Il était envoyé. C'est rapport d'activité de développement durable 2023 Rennes Métropole. Si. Oui. Alors attention, ce que vous avez eu, c'est le rapport synthétique. Là, c'est sûr. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Bon. Donc dans le contrat de ville, donc 2000. Alors oui, ça c'est synthétique. Moi je peux le présenter comme ça. Donc parce que moi j'avais plutôt pris cette présentation comme ça. C'est sur la convention des élus. Donc la prochaine c'est le 16 novembre, donc qui réunit l'ensemble des élus de la métropole. Il y avait 200 participants en 2023. Qui était notamment sur comment les habitants perçoivent les transitions, en rappelant que 77% des habitants considèrent qu'il faut accélérer pour s'adapter au changement climatique. Il y a eu 11 ateliers métropolitains ouverts aux élus des 43 communes. On parlait d'ateliers sur le PLUI, on avait eu sur le PLH, on a eu sur les enjeux du ZAN, il y en a eu sur l'évolution de la ressource en eau. Via la métropole, je ne vais pas tous les citer. Rappelez aussi qu'il y a un conseil de développement, donc il y a les travaux du conseil de développement. En 2023, il a été décidé aussi de fusionner, en termes de communication, les magazines Métropole et Ville de Rennes, avec le changement à chaque fois.
et qui a été mis en place aussi, je ne sais pas si vous l'utilisez, un extranet avec une nouvelle plateforme collaborative pour les élus et les services. Donc ça, c'était un petit peu sur la vie de la métropole. Alors, c'est peut-être un peu complexe au départ à s'y mettre. Non, mais c'est surtout que c'est très sérieux, c'est parce que tout le monde n'a pas accès à tout sur l'ensemble des dossiers de la métropole. Si vous êtes partie de commission, tout ça, vous pouvez accéder. Ouais. Pas sur l'ensemble. Ça fait l'objet d'une discussion, en tout cas, à un moment donné. Et c'est les commissions sur lesquelles on travaille, Oui, quelques autres, oui. mais pas forcément toutes les autres. Ensuite, sur les coopérations internationales, donc il y a eu la mise en place d'un plan d'action du contrat de coopération intercommunale. Je rappelle qu'à l'échelle du pays de Rennes, très élargi, c'est pas le pays de Rennes, c'est le bassin de vie de Rennes, donc c'est pas loin d'un million d'habitants. Sur le nerf d'attraction, il y a 16 intercommunalités, avec un budget de millions d'euros d'ailleurs, pour qu'il y ait des choses qui soient faites en commun entre intercommunalités, et qu'on n'ait pas forcément la vision de Rennes Métropole comme étant la locomotive qui accapare partout, parce que c'est un petit peu la vision qu'on peut avoir des fois quand on parle des métropoles. Il y a eu des coopérations de solidarité internationale avec 12 projets soutenus entre 2020 et 2023. Et ensuite, on a eu le contrat de ville qui s'élabore avec les habitants. Donc une enveloppe d'1,5 million d'euros sur les quartiers prioritaires. Alors, quartiers prioritaires, ils sont quand même essentiellement rennais, puisque on est sur Blonde, Vigan. Ensuite, on a eu aussi l'Assemblée citoyenne. Et donc, au-delà de ça, en 2024, et là je suis sur le rapport 2023, on a la fabrique citoyenne et avec les projets participatifs, notamment il y en a un sur Pompéan. Ensuite, il y a eu tout un travail aussi sur le tri des déchets alimentaires. Je ne parle pas de la tombe des pelouses, parce que là c'est à partir du 1er janvier 2024. Et donc, tout un travail aussi important sur la préservation des ressources. Donc, définir un plan de climat encore plus ambitieux. L'ALEC nous a resitué un petit peu les objectifs de réduction carbone, gaz à effet de serre pour 2030, pour savoir où est-ce que chaque commune en est, mais où est-ce qu'on en est à l'échelle de Rennes Métropole. Et puis je vous rappellerai également que l'année 2022 était une année chaude, l'année 2023 était aussi une année chaude, et 2024 sera classée également une année chaude. Donc on sait que tout ce qui touche au changement climatique, c'est une atteinte à la biodiversité, c'est beaucoup d'aspects qui touchent notre vie tous les jours. Voilà. C'est ce qu'on a rappelé. Réduction de l'éclairage public, une expérimentation d'ampleur. C'est vrai qu'on n'a pas parlé quand l'ALEC a fait, mais voilà, nous, on avait déjà la fermeture à 22h30 de l'éclairage public, mais on a expérimenté en 2023 sur la fermeture en période estivale. Voilà. Donc c'est 17% d'énergie économisée. Le développement d'un potentiel photovoltaïque des parkings, voilà, des réseaux de chaleur aussi nord et est connectés, la chaudière biomasse de Beauchardonnay. Voilà. Donc on a eu aussi le plan métropolitain de la stratégie métropolitaine en faveur de la biodiversité de l'eau, qui a été adoptée en février 2024, mais qui faisait suite à un travail surtout sur l'année 2023. Je rappellerai qu'il y a 365 lieux naturels d'intérêt écologique au niveau de la métropole. Un quart des espèces recensées en Bretagne sont actuellement menacées au niveau de la biodiversité, qu'on n'a que 3% des masses d'eau en bon état écologique sur le département d'Ille-et-Vilaine. Et d'ailleurs, quand on parlait de zone humide tout à l'heure, il y a tout un travail qui va être refait à l'échelle de l'ensemble des 43 communes pour affiner la connaissance des zones humides. Alors je dirais qu'à Pompéan, on a plutôt eu cette connaissance parce qu'on avait anticipé sur toutes les zones 2AU, AU à l'époque.
mais ça n'a pas forcément été fait dans toutes les communes. Voilà, donc tout ce qui concerne l'eau, on sait qu'il y a, ça sera d'ailleurs présenté la semaine prochaine, un groupe de travail, future station à Bru, l'extension à Bressé-Robier, hein, donc des choses qui sont pensées. On a un travail qui est fait conjointement entre Rennes Métropole, qui gère l'assainissement, et la collectivité du bassin rennais sur le prix de l'eau, hein, et d'avoir un taux de renouvellement des réseaux d'1,25% par an, pour ne pas laisser ça aux générations futures. On a parlé de concertation sur le PLUI, donc voilà, il y en avait eu. Donc, je ne vais pas tout vous citer. Hein, ce qui a été adopté aussi en 2023, c'est le plan d'action agriculture-alimentation, hein, sur 5 ans, 2023-2027. Avec notamment l'opération Terre de Source avec un marché public qui rassemble 88 agriculteurs et 71 collectivités. Vous voyez à l'échelle sur l'hôtel de Rennes Métropole les agriculteurs qui se mobilisent aussi pour un changement aussi du type d'agriculture. Ensuite, on a plutôt sur les solidarités métropolitaines. Sur le point 2 du rapport d'activité, on avait aussi l'adoption du PLH, hein, donc 2023-2028, en rappelant que le PLH s'applique maintenant, par exemple, à notre ZAC multisite, et que le PLH, c'est un enjeu important, puisque, tout comme il y a eu une réunion publique, notamment, qui avait lieu en 2022 sur Pompéan, hein, beaucoup de gens ont encore du mal à se loger sur la métropole, et on voit bien qu'il n'y a plus forcément de turnover dans le parc social, parce que on voit bien d'ailleurs que l'investissement dans l'accession sociale est un petit peu en panne. Donc tout ça, ça suppose aussi d'avoir des outils, hein, si on veut répondre aux besoins qui sont quand même construire 5000 logements neufs par an. L'objectif PLH, quoi. On a parlé de rénovation énergétique, hein, donc avec Éco-Travaux qui montent en puissance. Hein. Et puis là, dans ce qu'on appelle les programmes de rénovation urbaine, hein, il y a un contrat de 700 millions d'euros qui sont engagés sur 3 quartiers de Rennes, Morpa, Bologne et Villejean. Alors, sur 10 ans, on voit bien que ce sont des quartiers qui nécessitent d'avoir vraiment un travail important, quoi. Une maison pour les femmes victimes de violences, hein, qui a ouvert ses portes fin 2023 dans le quartier du Blonne. La métropole a été labellisée aussi à Nuit des aînés, niveau or. Hein, et puis, rappeler le soutien aux projets communaux. Hein. La métropole consacrera 2024 et 2026. Là, c'est ce qui a été adopté en 2023, 7,5 millions d'euros par an, hein, au cofinancement de projets d'équipements communaux. Pour vous informer d'ailleurs, on vient d'avoir la semaine dernière la décision de Rennes Métropole de nous octroyer pour tout ce qui concerne la dépollution pour le site de la mine 52 900 € sur le fonds concours Rennes Métropole. On a inauguré le RPE, hein, l'enveloppe de Rennes Métropole était de 274 000 € hein, sur le pôle petite enfance, RPE et l'AEP. Donc, en rappelant qu'il y a eu ce projet cofinancé de 2021-2023. Donc ensuite, il y a les questions de mobilité. Au niveau on a parlé du réseau express vélo, les 20 premiers kilomètres qui ont été aménagés en 2023. Hein. C'est là qu'a été aménagé aussi la RN 137 pour réduire les bouchons. Et même s'il existe encore des bouchons, je pense que ceux qui font du covoiturage, quand ils empruntent la voie qui était d'abord réservée aux bus et ensuite ouverte aux covoitureurs, on a quand même
plus de... 11% Voilà. de passagers sur Voilà. 70. Voilà, donc il y a eu la ligne B du métro qui avait monté en puissance et qui a ensuite un arrêt technique, ça vous l'avez connu en 2023. Voilà, et donc revoir certains aspects techniques concernant les rames, mais des bus électriques aussi mis en service sur les lignes 12 et C6, et une fréquentation du réseau Star qui continue à progresser. Ensuite, les aides aux entreprises sont réorientées aussi vers la transition écologique et sociale. Et puis ensuite, on a un plan d'action en faveur de l'économie sociale et solidaire, en rappelant quand même que l'économie sociale et solidaire, d'après les chiffres 2021, c'était 2000 employeurs et 30 000 emplois. Alors ensuite, en faveur de la transition écologique, vous avez le portail d'accès aux données du territoire, qui permet aussi de partager des données sur le territoire métropolitain et qui est opérationnel depuis fin 2023. Et ensuite, vous avez la stratégie pour l'enseignement supérieur, notamment avec aussi pas mal d'investissements, pas mal d'aides financières de Rennes Métropole sur les centres d'enseignement ou de recherche. Donc vous aviez eu aussi le compte financier unique qui avait été adressé en même temps que ce rapport d'activité comprenant le budget général et ensuite les différents budgets annexes. Donc voilà sur ce rapport d'activité 2023 qu'on est censé présenter chaque année en conseil municipal. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Alors moi j'ai deux questions. Oui. Tout semble aller pour le meilleur des mondes quand on lit le rapport d'activité. Rennes était considérée comme une ville qualitative jusqu'à peu, et tout ce qu'on entend ces derniers temps entre la drogue, les quartiers chauds, etc., ça pose question. Donc qu'en est-il par rapport à ça? Alors tu parles de Rennes ou de Rennes Métropole? Je parle essentiellement de Rennes. Voilà, Les quartiers chauds sont forcément pas, c'est l'eau, je dirais que les enquêtes. Moi, je suis toujours très méfiant. Il y a une réalité, et on le sait, c'est pas que Rennes, c'était Grenoble, c'est Poitiers, c'est Romans-sur-Isère, lié au développement du trafic de drogue, de stupéfiants. Voilà. Donc, c'est pas que la ville de Rennes. Ça concerne évidemment certains quartiers plus sensibles. Notamment, on parle beaucoup de Morpa en ce moment. Voilà, mais c'est pas pour autant que quand on interroge des enquêtes d'opinion sur comment on vit à Rennes, si Rennes attire encore des gens qui veulent s'y installer. Donc, soyons très prudents quand on utilise des images reprises par les médias. Il y a réellement un problème sur le trafic de stupéfiants, avec des gens dans certains quartiers qui expriment leur crainte par rapport à ça. Donc il faut vraiment qu'il y ait une démarche pour lutter contre ce trafic. Je rappellerai quand même que c'est là, on est sur les données de la police nationale. Voilà, il y a des compétences qui sont des compétences de l'État. Voilà. La sécurité, c'est aussi le plus de milliers de personnes sans papier qui normalement doivent être prises en charge par l'État, qui ne sont pas prises en charge, pas tous en tout cas. Et la ville de Rennes, Rennes Métropole et d'autres communes participent à l'accueil de ces gens qui sont mis sur le banc de la société. Donc effectivement, il y a des fois des problématiques sur lesquelles il faut pouvoir intervenir. C'est une vraie question aujourd'hui, et ça rebondit aussi sur l'ensemble de la métropole. Finalement, quand on accueille de plus en plus de monde, etc., il y a une question de se poser des questions. Oui, mais je veux bien qu'on rentre dans ce discours, parce que moi je suis assez à l'aise. Je considère que la création des métropoles, c'est la loi NOTRe, la loi MAPTAM. Voilà, certains ont fait le choix de voter pour, d'autres non. Voilà. Qu'ensuite, quand même, dans l'histoire, les gens se rassemblent dans les villes, de plus en plus.
Voilà. Alors, on peut regretter, mais c'est une réalité. Et donc il faut peut-être penser aussi à ce qu'il y ait un État qui ait des plans d'aménagement du territoire qu'on a abandonnés. Et voilà, Voilà. c'est à ça que je vois des plans d'aménagement du territoire. Quelle ville on veut également, parce que en plus, plus de 50% des gens vivent dans les villes. Oui. Ça va aller à 70. Mais c'est donné. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'on s'interroge là-dessus. Oui. C'est pas parce que. Y compris dans l'aménagement. Oui, mais c'est sûr qu'il faut s'interroger là-dessus. Mais je rappellerai que le trafic de stupéfiants, il faut qu'il y ait une réflexion globale de la société. Hein. Donc ça ne concerne pas que la ville de Rennes, parce que s'il se développe, c'est bien pour certaines raisons. Voilà. J'ai une deuxième question par rapport à l'incinération à Dijon, où est-ce qu'on en est? Parce que les déchets, la facture a considérablement augmenté. L'unité de valorisation énergétique. Voilà. L'unité de valorisation énergétique, alors moi je ne vais pas dire puisque il y a une mission qui est en cours actuellement. Hein. Il faut savoir que de ce fait, lié au retard de chantier et je dirais aux malfaçons de la société russe, hein, voilà, Rennes Métropole a fait le choix d'un marché de substitution qui a démarré avec une autre société, une société française dans l'est de la France. Hein, voilà, et qu'à partir de là, vous verrez apparaître dans les semaines qui viennent sûrement des informations concernant ce chantier. Ensuite, il y aura ce retard de chantier a amené à augmenter la TOM, la taxe sur les ordures ménagères, hein, donc sur les années 2023-2024 et je dis aussi 2025 puisque le marché de substitution sera fini qu'en début d'année 2026, en mi-février 2026, et qu'à partir de là, ça permettra, dès que l'usine va réouvrir, de ne plus envoyer les déchets dans d'autres unités sur l'ensemble de la Bretagne, c'est ça qui est voire au-delà de la Bretagne, qui a un coût quand même assez important de 2,2 millions d'euros par mois, je crois, hein, en termes de transport et de paiement des services rendus par rapport au retard de chantier du VE. Mais moi, je ne vais pas en dire plus parce que derrière, on va faire des démarches qui seront peut-être judiciaires. Voilà, mais je pense que c'est bien qu'il y ait eu un chantier de substitution parce qu'on ne pouvait pas rester dans un retard de chantier qui a pris déjà 1 an et demi. C'est pas la problématique, le fait qu'il y ait un marché de substitution, enfin, il fallait trouver quelque chose. Oui. Mais la question, c'est si effectivement le centre de valorisation énergétique de Dijon, et pourquoi ce délai, pourquoi ces malfaçons, et ce qui fait que notre facture a considérablement augmenté pour la taxe déchets. Il y a des malfaçons qui ont été faites, voilà, qui ont été validées par des experts. Donc à partir de là, il y a un marché de substitution qui répare ce qui doit être réparé et qui a commencé son travail. Voilà, je ne peux en dire plus parce que c'est en cours. Hein, donc, non, mais bon, c'est quand même important de savoir parce que chacun sur sa feuille d'impôt et quand même de voir cette terrible augmentation. Oui, mais l'augmentation est liée à l'équilibre des budgets annexes. Hein. Je le comprends parfaitement, mais il faut l'expliquer aux gens aussi. Oui. Donc par rapport à ce rapport, il faut qu'on en prenne acte. Voilà. Le point suivant, Stéphane, c'est l'aménagement et le renouvellement de la convention. Non, j'ai loupé un point. Ah oui. Tu vas oublier celui-là, Vas-y, Alexandre. Je sais, ça. Alors il n'y aura pas de UA1, je sais pas quoi, ça va être un peu plus simple. Rapport d'activité 2023 du syndicat intercommunal de restauration. On peut descendre prochainement. Oui, on a perdu la souris. Donc,
pas de grand bouleversement dans le syndicat intercommunal pour la restauration. On est toujours sur un regroupement de communes de Bourg-Barré, Chartres de Bretagne, Compéhens et Saint-Herblon, avec à peu près 21 000 habitants. Le comité syndical est toujours composé de 12 membres titulaires et 12 suppléants, donc 3 élus de chaque commune. Pour les quelques chiffres, donc au cours de l'année 2023, donc la cuisine centrale a préparé et livré en moyenne 1160 repas jour, donc en période scolaire, contre 1650 en 2022, et 450 les mercredis, contre 345 en 435 en 2022, en liaison froide toujours, depuis 2015, on est en liaison froide, et sur 6 sites différents, 2 écoles, un multi-accueil à Chartres de Bretagne, 3 sites de livraison pour Bourg-Barré, Saint-Herblon et Compéhens. Donc ça fonctionne 5 jours sur 7 à destination des restaurations scolaires, du personnel aussi, municipal, des crèches ou des centres de loisirs pendant les vacances scolaires. Et donc il y a 2 petits camions, qui effectuent donc, les livraisons sur les différents sites. Voilà. Et donc évidemment la coopération, toujours pareil, permet de favoriser l'investissement matériel et l'achat de denrées alimentaires en grande quantité. Si on descend un petit peu, donc au niveau des ressources humaines pour 2023, parce qu'il y a 2024 il y a des changements, mais on est sur 2023. Donc on a toujours 9 agents fonctionnaires employés par le syndicat, un agent à 80% et un agent à 50%, tous issus de la filière technique, puis un agent aussi qui est reconnu travailleur handicapé. Il y en avait 2, mais il y en a un qui est parti du restaurant. Patrick Geoffroy qui est adjoint sur la commune de Chartres de Bretagne, qui est le président. Et puis nous avons du coup dans l'organigramme un peu Éric Allière. Alors Éric Allière qui cette année est parti en retraite au mois de juillet, mais qui en 2023 était toujours parmi nous. Et Michel Châtelain, du coup le second de cuisine, qui, même si on est sur le rapport 2023, je vous donne des informations, mais qui pour l'instant est Éric Allière aussi en tant que responsable de cuisine. Voilà. Sur une période, le temps de trouver aussi un responsable de cuisine pour remplacer Éric Allière. Ça ne court pas les rues d'avoir des postulants et puis des personnes qualifiées pour tenir ce poste à responsabilité. Donc des cuisiniers derrière et puis des aides cuisine pour effectuer toute la préparation des repas. Ça va sur l'organigramme. Il n'y a pas eu de grand bouleversement. Le déroulement d'une journée type, c'est toujours à peu près la même chose. Donc on a déjà parti plus loin. Mais en gros, l'idée c'est que le matin, il commence à 6h18 avec le chargement des conteneurs, le chargement des camions et des départs. Il y en a un qui va vers le Victoire, Pompée en Brossignan, il y en a un autre qui va vers Bourg-Barré, Saint-Herblon et Tintinabule. À 11h, il y a la préparation des repas, le retour des conteneurs, l'arrangement des plats qui reviennent propres des sites. Et puis, il faut bien que les personnels mangent aussi, donc de midi à midi, le personnel déjeune. Et ensuite, il y a le nettoyage des locaux et du matériel. Donc on a Sylvie et puis Julien qui sont aussi allés faire une visite de la cuisine centrale, parce que c'est toujours intéressant de pouvoir aussi rencontrer le personnel et voir un peu comment ça fonctionne. C'était sur cette année, en 2020. Oui, exact. C'est ce qu'on a fait après le dossier sur le portail famille. Ouais, donc on en reparlera. Ouais, c'est ça. L'idée, bon, c'était sur 2024 du coup, mais l'idée c'était de donner plus de visibilité aussi sur tout le process de préparation des repas, notamment pour les familles. Le bio dans l'assiette, donc le coût des denrées alimentaires global pour l'année 2023, c'est 470 000 €. Ça représente 42% des achats alimentaires du syndicat, qui sont labellisés en produits biologiques, donc 41% de produits frais locaux, des yaourts, des fromages, des fruits et légumes. Et en poids, ça représente 64% des denrées servies sur un plateau. Donc une moyenne qui a été faite sur 4 semaines. Vous pourrez retrouver tous les chiffres dans le rapport. Je ne vais pas rappeler le détail. Chose importante, c'est quand même qu'on a toujours, mais ça c'est pareil, ça n'a pas changé, mais il y a une diététicienne qui nous aide à la conception aussi, qui aide, pas nous, mais qui aide le responsable de la cuisine à préparer les repas et à faire le menu, donc ils sont disponibles aussi longtemps en avance, plusieurs mois en avance pour les familles. Donc c'est important qu'il y ait une diététicienne qui s'assure qu'il y a un équilibre dans les repas, notamment quand on est sur des repas végétariens aussi. Et puis, donc vous pourrez retrouver à l'intérieur par rapport aux viandes, c'est des viandes françaises, etc.
des poulets DBC, etc. Donc on essaye au maximum de conserver d'avoir une qualité des denrées alimentaires qui soit optimale. L'évaluation des repas, c'est un point important, c'est qu'il y a eu il y a un système de fiches d'appréciation où les responsables renseignent régulièrement les appréciations. Parce qu'on se rend compte aussi d'une commune à l'autre, les quantités qui sont consommées par les enfants ne sont pas forcément les mêmes. Les goûts peuvent aussi changer en fonction de l'âge des enfants, etc. Donc il y a un suivi qui est fait sur ces appréciations par rapport aux certains plats, etc. Des chimie inventory ou des choses comme ça. Il y a des choses qui sont un petit peu moins appréciées. Évidemment, l'objectif derrière, c'est de pouvoir réduire au maximum la nourriture que l'on jette et que ça soit vraiment adapté aux consommations réelles des enfants des différentes communes. Autant en termes d'animation, je reviens juste là-dessus, il y a des repas à thème qui ont été faits sur l'année 2023, je ne vais pas les citer, mais il y en a eu plusieurs, et l'idée c'est aussi de pouvoir créer des discussions qu'on a régulièrement, notamment avec une commission qualité qui a été mise en place, mais on en reparlera en 2024, mais c'est important de nous en parler, pour essayer aussi d'améliorer les animations autour des repas. Et puis une des volontés du syndicat aussi, c'est que les enfants puissent voir de plus près aussi des personnes qui préparent les repas. Donc déjà que les parents comprennent un peu mieux le processus de préparation des repas, mais aussi que les enfants puissent voir de temps en temps les personnes qui sont derrière les fourneaux pour leur préparer des repas. Et on voit que ça a des effets hyper bénéfiques quand c'est fait, et notamment sur l'appréciation des enfants et la façon de pouvoir découvrir ou oser découvrir certaines saveurs qu'ils n'auraient pas forcément osé découvrir s'il n'y avait pas eu ce travail-là qui était fait. Donc c'est pas forcément évident parce qu'il faut faire sortir des personnes des cuisines centrales pour aller vers les sites satellites, mais c'est une volonté en tout cas et on va essayer de développer ça encore un peu plus sur les prochaines années. Voilà. Début de l'année 2021, donc les déchets végétaux et plucheux sont collectés par un service des Rennes Métropole. Bon, vous avez les chiffres en 2023, 2425 tonnes de déchets contre 1728 en 2022. Ça pour les chiffres. Et en nombre, alors je ne sais pas où on est, c'est peut-être juste au-dessus du nombre de repas, les graphiques, ouais, c'était ça. Sur la répartition du nombre de repas par commune, donc sur le Pompéan, si on regarde ce qui nous concerne, on est sur 2023 à 45 000, on va dire, repas. Et puis on est à peu près sensiblement, on était sensiblement pareil en 2022. Voilà. 44 700. Et pour ceux qui veulent regarder tous les chiffres, vous avez un magnifique tableau, mois par mois, où vous pouvez voir les évolutions de la consommation des repas. Je pense qu'on a eu assez de chiffres, peut-être, ce soir. Si on regarde les données financières et budgétaires, donc un point important, il y avait historiquement une participation des communes au niveau du syndicat. En décembre 2023, le comité syndical a décidé de ne pas voter de participation des communes pour l'année 2024. Historiquement, c'était de mémoire 100 000 € pour les 4 communes qui étaient versées à la section de fonctionnement sur le syndicat, qui avait été réduit à 70 000 €. Et je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais l'idée c'était quand il y a eu les augmentations des tarifs des matières premières, il y a eu tout un travail qui a été fait au niveau du syndicat pour éviter que cette partie de l'argent qui était donné par les communes serve à équilibrer un peu ou à masquer quelque part les coûts réels de revente d'un repas. Donc il y a eu tout un travail qui a été fait au niveau du syndicat pour augmenter un peu les prix, puis qu'on se réajuste vraiment avec la réalité du coût des préparations et d'achat des matières premières. Et donc on est voilà, dans les chiffres après, donc on est plutôt content parce qu'en fait on a réussi à rééquilibrer les choses. Et donc la participation aujourd'hui, on n'a pas non plus des dépenses énormes en termes de fonctionnement sur le syndicat, en tout cas sur la cuisine centrale. Donc on a fait le choix, quand on a fait, travaillé sur les comptes, de ne pas demander cette participation aux communes. Je ne veux pas dire que ça ne reviendra jamais, mais en tout cas, on ne voyait pas l'intérêt de faire un appel aux communes, sachant qu'il y avait déjà en plus eu des augmentations sur le prix des repas notamment. Ça va, c'est clair? Ouais. Donc le tarif des repas, vous
vous l'avez sur la page, dans le rapport. Et sur la section de fonctionnement, si je regarde le compte administratif 2023, on a des recettes de fonctionnement qui comprennent le report de 20 000 € de l'excédent, qui s'élève à 1 205 000 euros, et les dépenses à 1 47 229 et quelques euros. Donc l'augmentation des recettes s'explique notamment par l'augmentation préventive des tarifs, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour faire face à l'inflation et à l'augmentation des coûts énergétiques et salariales. Il y a aussi un travail qui a été fait avec les communes pour s'assurer que les commandes qui soient passées soient plus proches de la réalité des consommations réelles pour éviter de gaspiller. Parce qu'en fait, des fois, on pouvait avoir des décalages, et du coup, le syndicat pouvait préparer les repas, mais qui n'étaient pas forcément réellement consommés, et qui n'étaient pas forcément, à ce moment-là, facturés non plus aux communes. Donc, c'est le syndicat qui, en gros, qui payait les repas qui n'étaient pas consommés. Donc, on avait de la perte de matière première, évidemment, et puis du temps de préparation, plus des coûts associés qui étaient impactés au niveau du syndicat. Donc, c'est un travail qui a été fait avec les 4 communes, ça se passe plutôt pas mal. Voilà. Il y a des réajustements, on n'est jamais au repas près, mais en tout cas c'est nettement mieux. Et je pense que j'en ai parlé la dernière fois, mais c'était pas anodin, en tout cas pour le syndicat, l'argent qu'on a pu économiser en faisant ce travail avec les communes, avec les différentes cuisines et les sites satellites. Voilà, donc un excédent sur la section de fonctionnement d'un montant de 157 000 €. Sur la section d'investissement, donc les recettes montant de 227 000 € qui reposent sur 3 composantes, donc le report d'excédent de 2022, le virement des excédents de fonctionnement, les dotations aux amortissements, et vous avez tous les montants à l'intérieur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sauf si Mourad donne des détails. Je peux vous donner à peu près que ça. Les dépenses s'élèvent donc du coup à 88 000 € et en conséquence la section pareil d'investissement excédentaire de 139 000 €. Et puis vous avez dans le rapport là, les investissements qui sont prévus, qui ont été faits sur 2023. Donc le résultat de clôture de l'exercice 2023, toutes sections confondues, report inclus, excédentaire pour un montant de 296 890 € 07 centimes. Voilà. Si vous avez des questions, des remarques. En synthèse, ça va bien. Il faut que je le dise aussi, quand ça va bien, c'est bien. Merci Alexandre pour cette présentation de ce rapport 2023 du CIR. Alexandre. Alors là, les 2 prochaines délibérations concernent les renouvellements de conventions. Donc la première, c'est une convention avec l'AFG Bon 35. Voilà, c'est un renouvellement, hein, on renouvelle ça tous les 3 ans. L'AFG Don est donc une organisation qui s'occupe de mettre en place des actions durables de lutte contre les diverses espèces animales ou végétales envahissantes. Donc voilà, donc, nous on bénéficie de ces services depuis de très nombreuses années, je ne sais même plus combien. La convention qui est proposée est pour 3 ans, c'est-à-dire de 2025 à 2028. C'est voilà, ça prévoit de nombreux services, donc la lutte de la surveillance contre le frelon asiatique, les chenilles processionnaires, le ragondin, les rats musqués, et puis aussi ce qui est intéressant, c'est l'assurance des piégeurs bénévoles. On en a sur la commune qui piège les ragondins. Voilà, la contribution financière annuelle est calculée au prorata du nombre d'habitants. Pour la commune de Pompéan, la participation annuelle est de 240 €. Voilà. Vous avez des questions sur ce sujet? Non, je laisse Michel à vous. Oui, donc par rapport à ce renouvellement de convention avec DG2 sur la période 2025-2028, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions, donc unanimité? Merci. Et donc le point suivant, c'est une convention d'adhésion au réseau DEFI. C'est le réseau DEFI Collectivité Bretagne. C'est un réseau qui a été mis en place en 2022 pour répondre aux besoins des collectivités qui ont mis en œuvre les plans zéro phyto.
Donc cette adhésion permet aux collectivités de participer à des échanges et puis des visites d'autres collectivités qui ont mis en place le zéro phyto. C'est quelque chose qui fonctionne bien, hein. Les agents participent régulièrement, hein, à des journées ou des demi-journées d'échanges comme ça. Le renouvellement de cette adhésion n'est pas gratuit, évidemment. Le tarif qui est demandé, c'est 10 centimes d'euros par habitant. Ils sont partis sur la population INSEE de Pompéan, 4325 habitants, donc une cotisation demandée de 433,50 euros. Voilà, donc par rapport à cette adhésion, hein, tous les ans, pour être renouvelée. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Le dernier point, ça concerne les ressources humaines, hein, donc ça concerne ce qu'on appelle le régime indemnitaire tenant compte des fonctions d'expertise et d'engagement professionnel, ce qu'on appelle le RIFSEP, qui a été mis en place sur la commune par une première délibération le 7 novembre 2017, une deuxième délibération le 9 novembre 2020. À ce jour, ce régime indemnitaire, il bénéficie aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, mais qui ont au moins un contrat de plus de 6 mois, ou plus de 6 mois d'ancienneté, et travaillant au moins à mi-temps. On a regardé, parce qu'en fin de compte, ça exclut des gens qui sont des fois travaillent dans le périscolaire, par exemple, hein, et qui peuvent être sur un contrat de moins de 6 mois, ou qui sont sur les temps d'emploi qui peuvent être inférieurs à mi-temps, des fois, hein, c'est des remplacements, et qu'en fin de compte, exclure ces gens du RIFSEP, alors qu'ils ont déjà souvent les rémunérations les plus basses, ont proposé de prendre en compte, surtout qu'il y a des CDG, alors c'est pas forcément le cas du CDG 35, mais qui mettent en avant qu'il y a quand même des tribunaux administratifs qui disent que ça ne semble pas forcément légal. Hein. Il n'y a pas forcément de jurisprudence encore appliquée, mais nous, ça nous semblait important qu'il y ait des principes d'équité et d'égalité, hein. Alors, et de pouvoir faire en sorte que des contractuels de droit public, hein, évidemment, s'exclut les vacataires qui sont des journées SH étaient aux vacances scolaires, en rappelant qu'on avait augmenté leur indemnisation pour que ce soit équivalent du SMIC, et ça exclut aussi les contrats de droit privé, notamment les contrats d'apprentissage et les contrats aidés. Donc ça permettrait de rémunérer avec un régime indemnitaire dès le premier jour de travail. Donc c'est une incidence assez minime, hein, c'est peut-être de l'ordre de 1 000 euros pour la collectivité à l'année, hein, mais voilà, ça nous semblait important. On a présenté ça au comité social territorial lors de la réunion du 14 octobre 2024, qui a donné un avis favorable, et puis il y a eu aussi un avis favorable de la commission finances ressources humaines du 22 octobre 2024. Donc ce qui vous est proposé, hein, c'est de modifier le régime indemnitaire à compter du 1er janvier 2025, en disant qu'il bénéficiera aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet, à temps partiel, aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet, à temps partiel. Et autorisé évidemment à signer tout document afférent à cette délibération. D'abord, on enlève les temps. Oui, voilà, les temps. Et puis la notion de 6 mois d'ancienneté. Donc, par rapport à cette délibération, est-ce qu'il y a des abstentions? Ah oui. Okay. Par vote, des oppositions. Okay. Donc, voilà les points qui étaient à l'ordre du jour du conseil municipal. Ensuite, vous avez les délégations qui ont été confiées. Donc, assez peu de vie pour l'instant. Donc, une mission complémentaire, coordinateur de sécurité sur le bâtiment en ami avec Copadi pour montant TTC, je vous donne le montant TTC 4 080 €. Une mission complémentaire, coordination sécurité travaux des policiers à bord de la mine avec Copadi pour 1 980 €. Et des travaux de gyrovoyage forestier chemin des Gibotières plus rue de la mine
avec Jourdain Nature pour 3 360 €. Voilà. Donc, oui. Par rapport à. Donc, je vois la mission complémentaire coordinateur sécurité travaux d'évolution dans l'année. Attends, on te passe un micro. Le micro. Oui. Oui, donc on voit qu'on a de nouvelles dépenses par rapport à la dépollution. Est-ce qu'on pourrait avoir un tableau de suivi des évolutions de l'ensemble des coûts par rapport mensuel à chaque conseil municipal? Oui. Par rapport à ce... C'est pas des dépenses supplémentaires, hein, c'est des choses qui sont prévues dans la PCP, mais qui n'avaient pas encore été lancées sur des missions complémentaires concernant le bâtiment de la ligne et sécurité des abords. Et ça avait été bien listé, en tout cas dans le montant de ce qu'on appelle l'autorisation de programme, crédit de paiement. Ça serait intéressant d'avoir un tableau de bord pour Oui. voir où on en est à chaque fois, etc. Et par rapport Il sera présenté en commission finance. Et par rapport au coût total, mais à chaque conseil municipal, parce que les choses évoluent considérablement actuellement, puisqu'il y a des travaux. Oui, alors, pas forcément à chaque conseil municipal, parce que là où bien, ce n'est pas des travaux, c'est des missions complémentaires de coordinateur de sécurité qui est obligatoire d'ailleurs, hein, parce qu'on a 3 marchés. On a un marché bâtiment, qui est le principal, on a un marché dépollution, et on a un marché aménagement des abords de la mine. Hein. Et donc, il nous fallait, de toute façon, un coordinateur sécurité pour... bien sûr, Quelles précautions vous allez prendre par rapport à mais alors, je dirais, il y a un maître d'œuvre sur les travaux de dépollution, et ça, tout a été présenté dans l'autorisation de programme Crédit Paiement. C'est un marché spécifique avec un maître d'œuvre spécialisé sur les travaux de dépollution. Tout comme Territoire a choisi aussi un maître d'œuvre sur les travaux de dépollution le mois dernier, lors du commission Je d'enquête. comprends parfaitement qu'il y a un maître d'œuvre, mais on a le droit aussi de poser la question, de savoir comment ça va se passer, si on ne rajoute pas de la pollution à la pollution avec ces pesticides, et comment on va protéger ça. Oui, on pourra demander ce qu'ils viennent présenter ces aspects-là. Je pense que c'est. C'est comme à toi qui travaille sur l'eau et les pesticides. Oui, je sais bien. On traite beaucoup de choses de dépollution qui existent depuis des fois des dizaines d'années, notamment sur les PFAS. Il n'y a pas que les PFAS, et donc effectivement la question aussi du BL200, parce qu'il y a des terres qui sont remuées aujourd'hui, il y a des habitages, etc., et on le voit à côté de l'EV, du bâtiment jeune. Ça pose question, parce qu'il y a des particules fines qui sont remises en circulation. Donc là, et a priori, le PEHD, je ne vois pas. Donc qu'en est-il? Ah bah, il va être mis par la suite. Le PH2 n'est pas mis comme ça. Et ensuite, il y aura un double géotaxie d'ailleurs. Je rappellerai quand même, il faut lire ce qu'il en est sur la pollution, c'est que ce soit pour la ZAC ou que ce soit sur le bâtiment de la mine, là où on dépose les dépôts de terre escalée, sont des endroits qui sont les plus pollués. Tous les tracés ont été faits sur des mailles de 32 mètres sur 32 au niveau de la ZAC. Une étude avait été faite en 2009, on a tous les éléments des sondages et on a réalisé. Eline, tu participais à un moment donné au suivi des sondages qui ont été faits sur le bâtiment de la mine. Il y a eu des sondages pour voir où en était la pollution. Bah, si, c'est le document qui avait été présenté en bureau. Bon, en tous les cas, il y a une véritable inquiétude par rapport à ça. Et si ça devait aussi perdurer sur la qualité de l'air, il faudrait s'en inquiéter. Mais pourquoi pas imaginer les réformes. Je dirais qu'il y a des spécialistes, des experts qui nous accompagnent là-dessus. Voilà, parce qu'on a pris des précautions avant que tu te sentes plus expert que les experts. Je pose des questions de savoir comment c'est suivi, etc. Voilà. Et c'est bien pour ça qu'on a des missions de coordination de sécurité. Voilà, je clôt le conseil municipal. Alors, il y a peut-être des questions au public. Donc, je demande d'arrêter Léo dans ce cas-là.